Et sur LCI, Sandrine Rousseau est avec nous, députée écologiste NFP de Paris. Bonjour Sandrine Rousseau, merci d'être avec nous et de faire face aux experts ce matin. On va attaquer par cette loi immigration proposée par Maud Bréjon, qui en a parlé en tout cas, la porte-parole du gouvernement, qui a annoncé la volonté de l'exécutif de proposer cette nouvelle loi immigration début 2025. Cela fait écho aux propos de Marine Le Pen, finalement, début octobre, qui demandait cette nouvelle loi immigration. C'est un cadeau de Noël fait au RN avant l'heure ? En tous les cas, c'est un geste qui leur est adressé et ça dit tout du problème de ce gouvernement, c'est-à-dire l'assise sur laquelle ils se fondent pour rester, l'assise parlementaire sur laquelle ils comptent pour rester, c'est le Rassemblement national. Et on a eu une loi sur l'immigration à peu près tous les 14 mois là, depuis une vingtaine d'années. Et en fait, on n'a même pas le temps d'en appliquer une, qu'il y en a de nouveau une nouvelle qui arrive. Et à chaque fois, c'est un grignotage des droits des personnes étrangères. Et quand je vois celles qui se préparent, enfin les maigres annonces qu'on a eues, on parle de passer les personnes en centre de rétention administrative de 90 jours, donc 3 mois à 210 jours, soit 7 mois. Le centre de rétention administrative, il faut comprendre ce que c'est. C'est un endroit d'une violence et d'une dureté énorme, mais vraiment incroyable. C'est un endroit où il y a quand même une zone de non-droit. La personne qui défend les droits des personnes enfermées, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, dit de ces centres qu'ils ne respectent rien des droits humains et qu'ils menacent la santé physique et psychique des personnes. Et en fait, moi, la question... Enfin, je veux dire, on peut mais ce sont avoir des gens en situation illégale, on est d'accord. Oui, très bien, mais enfin, on peut avoir... Ils ont choisi, c'est un choix. C'est pas un choix. Si. Non, c'est pas forcément un choix d'ailleurs. C'est des personnes aussi qui peuvent fuir des choses. Certes. Mais surtout, moi, la question que je me pose, c'est là, on est en train de grignoter les droits humains. Et en fait, nous sommes la nation qui nous revendiquons de ces droits. Et à force de grignoter ces droits humains, à force de ne plus prendre en compte l'humanité qu'il y a derrière ces personnes, parce que ce sont des humains. Alors, ce sont des humains et donc ils ont des droits. Et bien en fait, à force d'idéologie xénophobe, on se perd nous-mêmes, on perd nos valeurs, on perd notre éthique. Et moi, je peux tout entendre sur l'immigration, je peux entendre tous les discours, mais à un moment, nous sommes la patrie qui avons mis au fronton de tous nos bâtiments publics liberté, égalité, fraternité. Là, les centres de rétention, pour en avoir visité plusieurs, je vous promets que ce sont des centres de l'enfer. Mais vraiment des centres de l'enfer. Pour des personnes qui n'ont fait ni crime ni délit. Non, mais on est d'accord là-dessus. Il va y avoir une discussion au Parlement. Ce matin, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, explique chez nos confrères de France Inter, je cite, « Un nouveau texte ne me semble pas totalement prioritaire ». Est-ce que vous tendez la main à Gabriel Attal en disant « Voilà, tous ensemble, on peut lutter contre ce nouveau texte ». Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là, en sachant que le nouveau Front populaire disait qu'il voulait rester, pas élargir le programme, rien que le programme. Est-ce que finalement, il n'y a pas un regret? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à faire avec les macronistes plus largement? Mais je pense qu'on n'a pas été compris sur ce qu'on disait au moment où il fallait former le gouvernement. Ce qu'on disait, c'est qu'on allait proposer des lois, mais qu'on chercherait des majorités dans le Parlement. Et en fait, c'est ça le travail parlementaire. C'est d'ailleurs la faiblesse de la Ve République qui affaiblit considérablement le travail parlementaire. Dans les démocraties parlementaristes, qui respectent davantage les différences d'opinion des peuples, eh bien, en fait, on cherche des majorités texte par texte. Là, sur un texte comme celui-ci, nous allons chercher une majorité contre ce texte. Et oui, nous allons tendre la main à Gabriel Attal, évidemment, mais comme nous l'aurions fait si c'était nous qui étions au gouvernement sur les textes que nous proposions. C'est-à-dire que oui, nous allions proposer des textes issus de notre programme, évidemment, mais derrière, nous cherchions des majorités, évidemment. Enfin, de toute façon, c'est le mode même de gouvernement. Et ça, je crois que ça n'a pas été compris. Et d'ailleurs, j'en prends ma part de responsabilité, parce que c'est pas normal que ça n'ait pas été compris à ce point-là, mais ça n'était pas quelque chose de fermeture, c'était au contraire une position d'ouverture. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que s'il y avait une censure du gouvernement Barnier, vous pensez qu'il pourrait y avoir un gouvernement de gauche, différent de celui qui se préfigurait au moment de la candidature de Lucie Questet à Matignon, un gouvernement plus large qui tendrait les bras vers le centre-gauche? Non, mais on confond le gouvernement et le Parlement. Non, je sais bien que c'est pas la même chose, mais il peut y avoir des signaux au gouvernement pour donner une majorité à l'Assemblée. J'ai toujours dit, et je pense que c'est l'erreur qu'a faite Emmanuel Macron, mais c'est pas la seule qu'il a faite, et quand on regarde un peu l'histoire, je pense qu'il aura quand même à rendre compte sur les erreurs qu'il a faites, mais dans les erreurs qu'il a faites, à mon avis, il devait nommer Lucie
Lucie Castet. Et s'il y avait une motion de censure par le Parlement, eh bien c'était la vie parlementaire et du coup on enchaînait sur une autre configuration. Mais en fait, cette espèce de volonté de ne pas faire ce premier geste et donc de ne pas reconnaître que nous étions arrivés en tête a tout bloqué dans la vie politique, voilà. Et là, nous sommes dans une situation non seulement de blocage, mais qui renvoie quand même à une forme d'impuissance d'Emmanuel Macron et à un excès d'autoritarisme du gouvernement actuel, parce que quand j'entends les propos qui sont tenus par certains ministres de ce gouvernement, je me dis, on est presque... Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir des parents face à des adolescents qui disent « Non, tu resteras dans ta chambre et on te prive de ton portable. » Mais enfin, là, la société est en train d'évoluer de manière très différente. Vous ne croyez pas, Sandrine Rousseau, que ce gouvernement propose cette nouvelle loi immigration pour contrer le RN plutôt que de leur faire un cadeau? Je vois pas en quoi ça contre le RN que de prendre ces... Éviter une motion de censure? Mais en fait, à force de prendre les idées, on contre rien du tout. Et la preuve, c'est que d'élection en élection, le Rassemblement national progresse. Donc en fait, on ne peut pas... C'est peut-être parce qu'on ne traite pas la question, non? Vous ne croyez pas? Moi, je distingue, en un mot, je distingue immigration légale, immigration... Il y a des personnes en situation illégale qui travaillent en France. Moi, je pense personnellement qu'il faut les régulariser. Mais la question des OQTF... Par exemple, dans la loi, a priori, ça n'est pas prévu. Mais bon, c'est à l'appréciation des autorités administratives, du préfet. Mais sur les OQTF, vous ne croyez pas que ça inquiète la société française et malgré tout qu'il y ait des gens qui soient ici en France en situation illégale, qu'on a décidé de renvoyer chez eux, qui ne rentrent pas? C'est ça qui excite les Français, vous ne croyez pas? Alors déjà, les personnes qui sont en situation illégale et qui travaillent peuvent avoir des OQTF. Donc ceux que vous voudriez voir régulariser... Oui, mais ceux que vous voudriez voir régularisés peuvent être sous OQTF. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Non, mais la deuxième chose, c'est que moi, je comprends les inquiétudes. Je comprends que ça puisse susciter des inquiétudes, surtout que le débat politique nous renvoie quand même à ça de manière permanente. Mais, bon, déjà, ils travaillent pour certains, etc. Mais aussi, ils ont des droits. Ce sont des humains, ils ont des droits. Et en fait, on ne peut pas complètement s'émanciper. Mais bien sûr, mais on ne peut pas complètement s'émanciper des droits de ces personnes, les piétiner et les enfermer dans des conditions qui soient inhumaines. Parce qu'alors, à chaque fois que nous faisons cela, nous perdons nous-mêmes notre humanité. Nous perdons nous-mêmes une part de notre humanité. Et là... oui, il y a des gens qui fuient des conflits, il y a des gens qui viennent pour travailler, il y a des gens qui fuient... Mais non, ça n'est pas vrai. Qui sont vraiment en danger, on les garde. Ça n'est pas vrai. Moi, je vais vous dire, je soutiens des personnes qui sont en situation illégale dans leur démarche de régularisation de leur situation. Il y a des gens qui sont dans toute situation. Il y a des gens qui sont, par exemple, LGBT et qui fuient les discriminations de leur pays. Il y a des gens qui sont malades et qui sont quand même renvoyés, et ça a été dénoncé de multiples fois par les rapports qui ont été faits, notamment sur la situation dans les centres de rétention administrative. Donc en fait, non, on perd notre humanité quand on renvoie quelqu'un de malade chez lui, alors que, enfin, chez lui, dans son pays d'origine. Oui, mais on le fait. C'est marginal. Non, ça n'est pas marginal. Quand on renvoie des personnes qui subissent des discriminations, ça n'est pas marginal. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que cette volonté de continuer à accentuer finalement ces lois sur l'immigration, c'est aussi dans un cadre européen? Regardez les Polonais, les Tchèques, les Allemands, les Néerlandais, les Italiens évidemment. Tout le monde essaye de trouver, j'allais dire, davantage d'outils pour pouvoir mieux réguler l'immigration. La France n'est pas, j'allais dire, toute seule dans ses propres frontières. Elle a aussi à accompagner ce mouvement européen. Vous ne croyez pas ? Si on veut que l'extrême droite gagne, on continue comme ça, il n'y a pas de problème. Enfin, on continue à parler d'immigration non-stop, on continue à faire croire que c'est là qu'est le danger, on continue à faire croire que notre pays est menacé par ces vagues d'immigration. Quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé à Saint-Brévin... Non, mais je rappelle... La Pologne, c'est pas l'extrême droite. Rapidement, Sandrine Rousseau, on va en parler juste après la pub, allez-y. Sur Saint-Brévin, il y avait un centre d'accueil qui était prévu pour les personnes étrangères. La population acceptait absolument. Il y avait quelque chose qui était travaillé de manière collective avec le maire. Et puis c'est l'extrême droite qui est arrivée, qui a mis un rapport de force et qui a fini par incendier la maison du maire. Alors que la population était pour l'accueil. Donc en fait, on se raconte une fiction sur l'immigration qui est que tous les Français seraient contre. Ça n'est pas vrai. Parce qu'on sait absolument aussi ce qu'on doit à l'immigration. Tout le monde sait ce qu'on doit à l'immigration. Et il y a un Français sur 3 qui a un grand-parent immigré. Sandrine Rousseau, c'est une journée
journée d'hommage, minute de silence organisée dans les lycées et collèges en la mémoire de Dominique Bernard et Samuel Paty, assassinés ces dernières années. L'an dernier pour Dominique Bernard, il y a 4 ans pour Samuel Paty. Le débat autour de la laïcité évidemment relancé. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a annoncé une baisse très nette du nombre d'atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires à la rentrée 2024, notamment avec l'interdiction de l'abaya l'an dernier. Vous dénonciez il y a un an, je cite, une machine de broyage d'adolescentes au sujet de cette interdiction. La baisse est notable, c'est factuel. Depuis cette interdiction. Bien sûr, ça, évidemment. S'il y a une interdiction, ça règle le problème. Moi, l'inquiétude que j'avais, et que je garde d'ailleurs, c'est la pression qui est mise sur les adolescentes. Je pense que ça pouvait se régler autrement que par l'interdiction, mais bon, voilà, maintenant c'est fait, et maintenant la loi s'applique. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Je peux contester des lois au moment où elles sont faites ou pensées, et puis après, dire qu'il faut les appliquer. Mais ça n'a pas pour autant, et je voudrais quand même qu'on le note, diminuer le nombre d'incidents dans les lycées et les collèges, puisqu'on est passé de 12,4 incidents pour 1000 élèves l'année dernière à 13,7 cette année. Donc en fait, il faut aussi comprendre ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout réglé en interdisant l'abaya, et que la violence vis-à-vis des enseignants est un sujet de préoccupation majeure que nous devrions avoir. Et je pense, et j'ai vraiment une pensée très forte aux enseignants. Et d'ailleurs, dans les hommages qui sont rendus, on oublie Agnès Lassalle, qui a aussi été poignardée par un élève. Et je voudrais qu'on pense la question de l'éducation dans un ensemble, et pas juste par la violence que subissent les enseignants, mais par le manque de considération qu'ils peuvent avoir aussi par les conditions de leur rémunération, par leurs conditions de travail, qu'on pense la diminution du nombre de postes, puisque là, c'est aujourd'hui, on sait que c'est l'administration qui va avoir le plus de coupes en termes de nombre de... On a 50 000 élèves de moins. Oui, est-ce qu'il ne faut pas s'adapter? Enfin, oui. On a 50 000 élèves de moins, mais quand on en avait plus, il n'y a pas eu plus de profs. Non, c'est exact. Oui. Donc en fait, on pourrait aussi profiter de cette baisse des élèves pour avoir des classes moins chargées, et pour prendre avec respect et dignité les élèves les plus en difficulté, pour les faire grimper de niveau. Et en fait, ça, on est dans des coupes sèches qui vont de toute façon déstabiliser encore un peu plus l'éducation nationale. Pensez-vous qu'il y a une offensive d'un courant islamiste radical à l'éducation nationale ? Est-ce que c'est un fait pour vous? Mais il y a une offensive de tous les conservatismes sur l'école. De toute façon, l'école est un lieu où il y a des offensives. Mais celle-là en particulier, non? Mais celle-ci, comme il y a il y a aussi une offensive des conservateurs catholiques. On le voit d'ailleurs aux États-Unis, dont on parle. Il n'assassine personne, non? En tous les cas, il retire les livres des bibliothèques, par exemple, ce qui n'est pas bon signe sur la manière dont on éduque. Donc moi, je suis contre tous les conservatismes. Celui-ci est dangereux, il n'y a pas de problème. D'autres aussi le sont. Et donc, je voudrais vraiment que l'on préserve l'école des assauts des conservatismes. La ministre... Allez-y, choisis. La ministre annonce d'ailleurs des formations renforcées aux valeurs de la République. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Elle veut les renforcer à la fois avec davantage d'heures, mais aussi renforcer le corpus. Est-ce que vous vous dites que c'est nécessaire? Souvent, des professeurs, c'est ce qu'elle dit quand elle allait à Tourcoing, où une élève a giflé une professeure après une altercation au sujet du port du voile. Les professeurs ont dit à la ministre, oui, on a besoin d'être mieux formés. Non, mais les professeurs ont toujours besoin d'être formés. Ça, mais sur cette question-là, précisément. Les valeurs de la République, déjà, c'est quand même des mots que l'on pose. On ne sait jamais véritablement ce qu'il y a derrière. Moi, j'aimerais qu'on définisse, parce que vous savez qu'il y a une charte des valeurs de la République. Il y a des valeurs de la République qui sont convoquées comme ça. Et moi, je suis tout à fait pour qu'on discute des valeurs de la République, mais j'aimerais quand même qu'on les précise un tout petit peu. Et puis, la deuxième chose, c'est que, encore une fois, on ne réglera pas la question de l'éducation nationale, du bien-être à la fois des élèves et des enseignants dans l'éducation nationale, juste par des formations. Aujourd'hui, ça passe par des emplois qui sont en accompagnant, pas forcément que enseignants d'ailleurs, mais des emplois qui sont accompagnant des élèves et accompagnant des enseignants. Ça passe aussi par une véritable politique de santé mentale à l'Assemblée nationale, parce que je vais présenter un rapport, mais ceci dit, on a aussi un problème. Mais dans l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, les profs ne vont pas bien, mais les élèves ne vont pas bien. Il faut les protéger davantage, les professeurs. Oui, il faut protéger davantage les professeurs, mais ça passe pas forcément par une
formation, c'est ça que je veux dire, c'est que ça passe par plus de CPE, plus de surveillants, plus de gens, de médecins scolaires. Par exemple, aujourd'hui, il y a un médecin scolaire sur 2 qui manque dans l'éducation nationale. Ça veut dire qu'un élève qui va pas bien, il est laissé comme ça, et les enseignants sont très démunis face à un élève qui va pas bien. Donc en fait, c'est tout un ensemble contenant, enfin un ensemble vraiment protégeant que l'on doit repenser dans l'éducation nationale. Donc c'est pas une heure de formation par-ci ou par-là. Et je le redis, ça passe aussi par la considération par l'État des enseignants. Dernière question, Pascal Perry. Deux chiffres que je vous montre. J'ai vu que les écologistes relancent la mobilisation générale contre le nucléaire. C'est bien ça ? Je ne me suis pas trompé. Relance, on ne l'a jamais lâché. Ouais. Non, mais là, bon, il y a une petite communication sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit, tiens, ils vont remettre un petit coup de booster. L'Allemagne sans nucléaire ce matin pour produire 1 kWh, 279 grammes de CO2, la France avec le nucléaire 16 grammes. Est-ce qu'il n'y a pas amende honorable à faire là-dessus, en se disant quand même que c'est pas si inutile que ça le nucléaire, en attendant beaucoup mieux? Non mais je redis, le problème du nucléaire à mes yeux, c'est que le nucléaire est une énergie qui demande un environnement stable, des conditions météorologiques stables, des conditions climatiques stables et un état stable. Et en fait, aujourd'hui, rien de tout cela ne peut être assuré. Merci Sandrine Rousseau. Merci beaucoup. Et quand on voit que Gravelines est en zone submersible, c'est extrêmement grave en réalité. Merci d'être venu dans le 6-9 ce matin.